Vous avez à répondre devant cette cour des 15 chefs d'inculpation. Premier chef, Crime contre le peuple juif. Verbrechen gegen das jüdische Volk. Zweiter Anklagepunkt. Dritter Anklagepunkt. Troisième Vierter chef. Anklagepunkt. Quatrième chef. Crime contre le peuple juif. Fünfter Anklagepunkt. Sechster Anklagepunkt. Siebenter Anklagepunkt. Verbrechen gegen die Menschheit. Cinquième chef. Sixième chef. Septième chef. Crime contre l'humanité. Achter Anklagepunkt. Kriegsverbrechen. Huitième chef. Crime de guerre. Bertrand Poirot-Delpech. Il est recommandé de n'exprimer aucune opinion, et même dans la formulation des questions, puisque le code de l'audience prévoit que les questions doivent être communiquées au président, qui, de sa voix monocorde, les répercute dans le prétoire. Mais qu'un juré ne peut pas s'adresser aux différentes parties en présence. C'est prudent, semble-t-il. Certains, quand l'audience se déroule calmement, quelquefois on donne la parole aux jurés eux-mêmes, mais les questions, c'est le code de procédure, doivent passer par le président. Il y en a et dont on disait évidemment, celui-là il est pour ci, celui-là il est pour ça. On n'en sait rien. Vous savez, c'est qu'au moment des récusations aussi, les avocats ont un droit de récusation, mais celui-là je veux pas. Mais c'est un délit de sale bobine, parce qu'au fond, alors il disait qu'il valait mieux avoir pas mal de femmes, parce que elles sont plus sensibles aux victimes. Elles peuvent être aussi sensibles à ce que subit l'accusé. Donc, il y avait des personnalités du jury, je me souviens, le premier et le second, à droite du président, c'est-à-dire à gauche pour nous dans la salle. On finissait par faire des petits bonjours, enfin. Mais il n'était pas question, évidemment, d'avoir le moindre échange hors audience, parce que ils sont tenus à une discrétion absolue, et personne n'a essayé de l'enfreindre. Alors, en revanche, il y a eu des vedettes, et on l'entendra bientôt. C'est, je crois que ce qui surnage, en tout cas pour moi, après 17 ans, c'est évidemment le défilé des témoins. Rares survivants, le défilé des femmes qui avaient été rescapées de Ravensbrück ou d'Auschwitz, comme Simone Lagrange, déjà citée, ou Madame Postel-Vinet, ou Madame Le Sèvre, ou Lucie Aubrac, bon, qui tout d'un coup ont dit j'ai perdu toutes mes copines. Le matin, quand on se réveillait, on demandait si on n'était pas dans un cauchemar, dans un huis clos monstrueux, et dire que c'était à cause de cet homme-là en tendant le doigt vers le box, c'était des scènes de très grand théâtre, au meilleur sens du mot. On avait entendu tout ça, Primo Levi, Elie Wiesel et tant d'autres, mais tout d'un coup, devant ce tribunal de l'histoire, la parole des victimes était sans prix. Dans cette nuit chaude, je me souviens du délibéré, sur les marches, les gens se mettaient presque à pique-niquer. Je me disais, mais quelle importance qu'il ait 10 ans, qui crève, qui ne parle pas à personne, jamais. Et quand il est mort, il n'y a eu que 3 lignes dans les journaux. Barbie est mort. C'est-à-dire qu'il a rejoint dans le néant auquel il avait conduit tant de gens, cette espèce de mystère, de silence absolu. Et on aurait aimé qu'il serve un peu plus la mémoire. Mais enfin,
on l'a pris, c'est grâce à Beate Clarcel, il faut bien le dire, et puis on l'a mis dans un box et on s'est battu autour de son ignominie. Alors peu importe, 10 ans, sursis, pas sursis, vieillesse, pas vieillesse, c'était très secondaire. Ce qui m'a frappé dans l'attente du verdict, les gens faisaient de vagues paris comme on le fait toujours, on le fait aussi bien pour les homicides plus ou moins crapuleux et sans intérêt. Il y avait une petite attente un peu. Puis les journalistes ont le chic pour tourner en dérision impunément tout, mais c'est au contact de quelque chose d'une actualité aussi impressionnante. C'est comme les blagues de carabin ou dans les salles de dissection ou chez les médecins légistes. Il faut parler avec humour des cadavres, sinon on ne peut pas faire ce métier. Et nous, on en était là à parler un peu légèrement des choses. Les avocats de partie civile venaient évidemment pas nous conditionner, mais leur répéter leur vue des choses. Et puis dans le milieu de la nuit, le verdict est tombé. Et c'est comme une page qui se tournait. Enfin, c'était les génériques de fin. Il y avait une première page de sanctions judiciaires qui se tournait. Il est donc 10h30 et nous attendons le verdict du procès. Alain Finkielkraut. Et moi, je sors de ce procès avec un pessimisme accru. D'abord parce que je ne crois pas que la notion de crime contre l'humanité, au nom de laquelle Barbie a été jugée, ait été éclairée par le procès. Je crois qu'elle a été obscurcie à dessein par la défense, mais aussi par l'accusation qui n'a pas su la mettre en valeur et la défendre. Nous aurions dû tout au long du procès méditer, et plus que cela, méditer et nous indigner de cette situation qui faisait qu'un noir, qu'un arabe, qu'un bolivien et qu'un homme, Vergès, qui se réclame de son ascendance asiatique, se soit mis à la barre pour défendre un nazi et pour le défendre en vertu de leur race, en vertu de leur appartenance non européenne. Samedi 4 juillet 1987, minuit 10. Bien. Accusé Klaus Barbie, veuillez vous lever s'il vous plaît. Et l'interprète, vous allez traduire, je parlerai lentement, au fur et à mesure. Voici les réponses de la Cour et du jury aux questions posées. À toutes les questions relatives à la culpabilité et aux circonstances aggravantes, c'est-à-dire à toutes les questions qui portent le numéro 1 jusqu'au numéro 340, dont j'ai donné lecture tout à l'heure, il a été répondu oui à la majorité de 8 voix au moins. À la question numéro 341, existe-t-il des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé Klaus Barbie? Il a été répondu non à la majorité de 8 voix au moins. Vu la déclaration de la Cour et du jury, attendu que des faits reconnus constants par la Cour et le jury à la majorité de 8 voix au moins, il résulte que Klaus Barbie s'est rendu coupable, premièrement, d'avoir, en 1943, à Lyon et sur le territoire français, commis un crime contre l'humanité en prenant part à l'exécution d'un plan concerté pour réaliser la déportation, l'asservissement et l'extermination de populations civiles, ou de persécution pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, se rendant complice par aide ou assistance, avec connaissance dans les faits qui ont préparé ou facilité leur action, des auteurs du meurtre avec préméditation commis sur un groupe de plusieurs dizaines de personnes d'origine juive, appréhendé le 9 février 1943 à Lyon, au siège de l'Union générale des Israélites de France, le dit meurtre avec préméditation entrant dans les faits constatés par le tribunal militaire international de Nuremberg dans son jugement des 30 septembre et 1er octobre 1946. Crime prévu par l'article 6, alinéa 2C et 6, dernier alinéa du statut du tribunal militaire international de Nuremberg,
la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, la loi française du 26 décembre 1964, par les articles 60, 295, 296, 297 du Code pénal français est punie par les articles 59 et 302 du même Code. Deuxièmement, d'avoir, en 1944, à Lyon et sur le territoire français, commis un crime contre l'humanité en prenant part à l'exécution d'un plan concerté pour réaliser la déportation, l'asservissement et l'extermination de populations civiles ou des persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, se rendant complice par aide et assistance avec connaissance dans les faits qui ont préparé ou facilité leur action, des auteurs du meurtre avec préméditation commis sur un groupe d'environ 6 personnes majeures appréhendées le 6 avril 1944 dans le foyer d'enfants d'Isieux, le dit meurtre avec préméditation, entrant dans les faits constatés par le tribunal militaire international de Nuremberg dans son jugement du 30 septembre et 1er octobre 1946. Crime prévu par l'article 6, alinéa 2C et 6 dernier alinéa du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, la loi française du 26 décembre 1964, par les articles 60, 295, 296, 297 du Code pénal français, est puni par les articles 60 et 302 du même Code. Troisièmement, d'avoir, en 1944, à Lyon, et sur le territoire français, commis un crime contre l'humanité en prenant part à l'exécution d'un plan concerté pour réaliser la déportation, l'asservissement et l'extermination de populations civiles ou des persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, se rendant complice par aide ou assistance avec connaissance dans les faits qui ont préparé ou facilité leur action, des auteurs du meurtre avec préméditation commis sur un groupe de plusieurs dizaines de personnes d'origine juive qui avaient été déportées par le convoi ferroviaire ayant quitté Lyon le 11 août 1944. Le dit meurtre avec préméditation, entrant dans les faits constatés par le tribunal militaire international de Nuremberg dans son jugement des 30 septembre et 1er octobre 1946. Crime prévu par l'article 6, alinéa 2C et 6, dernier alinéa du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, la loi française du 26 décembre 1964, par les articles 60, 295, 296, 297 du Code pénal français, est puni par les articles 59 et 302 du même Code. Quatrièmement, d'avoir, en 1943 et 1944, à Lyon et sur le territoire français, commis un crime contre l'humanité en prenant part à l'exécution d'un plan concerté pour réaliser la déportation, l'asservissement et l'extermination de populations civiles ou des persécutions pour des motifs politiques ou raciaux ou religieux, se rendant complice par aide ou assistance avec connaissance dans les faits qui ont préparé ou facilité leur action, des auteurs du meurtre avec préméditation commis sur Daniel Wolf, épouse Sturze, Koblenz Lucie, épouse Wolf, Chaim Kaplon, Alfred Eberhardt, Sarah Lévy, épouse Eberhardt, Odette Eberhardt, épouse Créance, Elisabeth, épouse Israël, Esther Amram, épouse Biton, le dit meurtre avec préméditation, entrant dans les faits constatés par le tribunal militaire international de Nuremberg,
dans son jugement des 30 septembre et 1er octobre 1946, fait prévu par les textes et articles que j'ai déjà cités précédemment. Attendu qu'il résulte de la même déclaration de la Cour et du jury, qu'à la majorité de 8 voix au moins, il n'existe pas de circonstances atténuantes en faveur de l'accusé. Attendu que les faits ci-dessus déclarés constants par la Cour et le jury sont prévus et réprimés par les articles déjà cités du Code pénal, vu les 10 articles, et en outre les articles 7, 28, 29 et 36 du Code pénal, faisant application des 10 articles dont il a été donné lecture, lecture entendue, messieurs les conseils de la défense de ces articles. Je donne lecture de l'ensemble de tous ces articles. Je vous remercie. Lecture entendue, je vous remercie. Condamne à la majorité Klaus Barbie à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité et le condamne également aux dépens. Silence, s'il vous plaît. Klaus Barbie. Vous traduisez ma déclaration, toujours. Vous disposez de 5 jours francs pour vous pourvoir en cassation. Passé ce délai de 5 jours, votre pourvoi ne sera plus recevable. Traduction faite. Mesdames et messieurs les jurés, vous êtes libres définitivement. Je vous remercie de la civilité dont vous avez fait preuve au cours de ces 8 semaines. L'audience criminelle est levée. L'audience... Silence, s'il vous plaît, je vous en prie. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Un petit peu de dignité, s'il vous plaît. L'audience criminelle est levée. L'audience civile va suivre dans quelques instants. Réclusion criminelle à perpétuité. Klaus Barbie, l'ancien chef de la Gestapo de Lyon, a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité sans circonstances atténuantes par la cour d'assises du Rhône. Klaus Barbie a écouté durant 40 minutes, debout dans le box où il avait été amené de force, l'énoncé de la sentence. À l'énoncé du verdict, des applaudissements éclatent au fond de la salle. Barbie ne réalise même plus et comme un automate, il tend ses mains au policier qui lui passe les menottes avant de l'amener. Jacques Vergès a écouté toute la lecture du président Serdini, la tête appuyée à la cloison, les yeux dans le vague. Les avocats de la partie civile jubilent, mais avec réserve. Le procureur général Truche, qui en a terminé lui aussi et a rempli son travail en demandant la perpétuité, garde cette sérénité qu'il s'était imposée depuis le début du procès. Il y a plus de 40 ans, on leur avait refusé la justice, il fallait leur rendre aujourd'hui. Et ce que je souhaite ce soir, simplement, c'est que ce verdict leur procure une paix, un apaisement. Toutefois, dehors, sur les quais de la Saône, la circulation était paralysée. Un concert d'avertisseurs a éclaté dès que la nouvelle a été rendue publique et quelques instants plus tard, des sifflets et des injures ont accueilli les avocats de la défense quand ceux-ci sont sortis du palais de justice. Je constate que le lieutenant Barbie est condamné à une peine perpétuelle, alors que à Nuremberg, l'amiral Dönitz, successeur d'Hitler, n'a pas subi de peine perpétuelle. Manifestement, nous dépassons nos maîtres en la matière. Allez-vous voir en cassation? Nous allons faire cassation demain. C'est évident. Ce procès est un lynchage et ce procès viole la loi, heurte la vérité. Justice, only justice, and I'm very proud of the French justice.
and the serenity of the French justice. That's all. And memory of the children of his youth. Ce verdict, on sans doute, a suscité de multiples réactions. Maître Roland Dumas, l'avocat de la résistante Lise Lesèvres, a indiqué que son unique pensée allait vers les victimes et qu'il espérait que ce procès servirait d'exemple. Barbie ne sera pas puni comme il devrait l'être, la peine de mort n'existe plus. Alors, un bonhomme de cet acabit, il n'y avait pas une autre. Quand on pense à tous les méfaits qu'il a connus, à tous les crimes qu'il a commis, c'est presque une dérision. Mais quand même être bouclé dans une prison pour toujours, c'est pas très gai non plus. Pour moi, ce qui remplacerait la peine de mort avantageusement, c'est qu'il soit incarcéré à Montluc. Je sais qu'on ne le fera pas, bien entendu, mais s'il était à Montluc, ce serait pire que la peine de mort. Le Montluc que nous avons connu, sans feu, sans lumière, sans eau, sans water, vous voyez ce que cela peut représenter? Les jeunes ont besoin de savoir. Les jeunes auront, je pense, auront appris quelque chose. Je l'espère. On voit qu'ils ont été intéressés, bouleversés aussi. Alors, rien que pour ça, le procès était utile. C'est toujours triste de voir partir quelqu'un condamné comme ça à perpétuité. Simone Lagrange. Même si cette personne ne mérite pas la pitié. Même si lui n'a pas eu pitié des nôtres. Les jurés ont été formidables. Ils ont compris ce qu'il fallait faire et ils l'ont fait. Je voudrais une fois de plus dire merci à tous ces gens. Tous ces gens qui ont compris qu'il fallait que justice soit rendue. Et je vous propose d'écouter à présent les commentaires du prix Nobel de la paix, Elie Wiesel, qui depuis le début de ce procès y portait pour France Inter un regard particulier. C'est un châtiment mérité, mais ce châtiment ne peut qu'être relatif, incomplet. En vérité, Klaus Barbie ne sera jamais assez puni. C'est pourquoi son dossier restera ouvert à tout jamais. Il faut qu'il le soit. Il sera ouvert car notre mémoire est ouverte comme une blessure. Donc la page, bien qu'écrite, ne sera jamais tournée. Réaction enfin dans la presse et tous azimuts avec vous, Bruno Lenormand. Satisfaction et soulagement à l'annonce de la condamnation de Klaus Barbie, des sentiments partagés par les victimes de l'ancien chef de la Gestapo lyonnaise. Satisfaction due au fait que le procès ait eu lieu, soulagement car la justice a été rendue. Ce sera une très bonne leçon d'histoire pour les générations futures, estiment la plupart des personnes ayant suivi ce procès. D'ailleurs, tous les journaux reprennent ces deux idées. Le Parisien titre sur le verdict de l'histoire, le Quotidien de Paris, sous une photo pleine page de Barbie, titre pour mémoire. Le Matin, lui, estime que le peuple français a tranché. Du côté des partis civils, Simone Lagrange, arrêtée, torturée et déportée par Barbie à l'âge de 13 ans, parle de verdict juste, mais d'amère victoire. Henri Noguer, pour la Ligue des droits de l'homme, affiche sa satisfaction, car juifs et résistants ont été traités de la même manière. Tous ces crimes constituent des crimes contre l'humanité, ajoute-t-il, même s'il existe des différences de degré. Enfin, Lust Krüsch, journaliste allemand au Spiegel, estime que Barbie a largement mérité la réclusion à perpétuité. Sa culpabilité a été démontrée par point par point. Cette peine est juste et logique, conclut-il. Au moment du verdict, va se passer un phénomène. Richard Zelmati. Les médias, tous les jours, relayaient les comptes rendus du procès. Les télévisions étaient présentes et Lyon était en effervescence. Chaque jour, c'était le procès Barbie. Donc les Lyonnais notamment, progressivement et notamment à l'attente du verdict, s'étaient massés. Et c'est une très belle image. Cette foule, si vous voulez, qui attendait le résultat, qui ne pouvait pas rentrer en salle d'audience, qui attendait le résultat, a patienté, et elle était très, très homogène. On avait l'impression qu'elle communiait, je vous assure, parce qu'on sortait pendant le délivrer, il faisait très chaud, etc. On a l'impression que tout le monde était en communion, et c'était un moment attendu, et un moment de soulagement. Sauf que, bien sûr, le commentaire attendu était la réaction de Jacques Vergès, qui a été celle que l'on pouvait donc attendre en disant que cette décision n'était pas acceptable, enfin, etc. Mais ça, c'est sa liberté d'avocat que de la commenter. Mais ce que je retiens surtout, c'est que ce procès, où pendant les 2 mois de procès, une pièce de théâtre s'était jouée justement, qui avait amené beaucoup de monde dans Lyon, qui avait été mise en place par un metteur en scène à la hâte, mais qui avait beaucoup intéressé. Que les lycées, il y avait un sondage où à 13 ans on s'était rendu compte que Hitler ne connaissait pas les gamins de 13 ans. Les débats se faisaient dans les collèges, dans le lycée, et plus le procès avançait, plus c'était
un débat essentiel. Ces adolescents et ces préadolescents voulaient connaître la vérité, et ça n'a pas été un hasard lorsque, à l'annonce du verdict, qui est arrivé tard, les gens avaient quitté leur travail, les lycéens, les collégiens n'étaient plus dans le lycée, et tout le monde s'était massé. Et j'ai à l'esprit, sur cette passerelle qui avait été inaugurée très peu de temps avant le procès Barby, qui est juste en face du palais, ces Lyonnais qui étaient venus là, chacun pour ses raisons, mais se rappelant que Lyon avait été la capitale de la résistance, étaient venus en communion et comme avec soulagement entendre condamner Barby. Il n'y a pas eu de contestation, si vous voulez, de démonstration, de triomphalisme quelque part. Tout cela n'a pas été. En revanche, il y a eu, à tort ou à raison, mais peut-être était-ce une provocation, une contestation de la défense donc, de Klaus Barbie. Voilà ce que j'ai retenu de la fin. Et puis, les gens ne se séparaient pas comme ça. Par petits groupes, ils restaient devant le palais, et je vais vous dire vrai, c'est quelque chose qui m'a marqué, que j'ai retenu. Bien évidemment, ça a été le bonheur des commerces avoisinant le palais, notamment des restaurants qui restaient ouverts nuit et jour. Il fallait nourrir vos confrères, et les chiffres d'affaires ont au moins profité à certains. Mais après le procès, et après ces 2 mois, et une fois que le verdict était tombé, et que cette pression s'était vraiment échappée, les jurés n'arrivaient pas à se séparer. Ils n'arrivaient pas à se séparer. Et on les a retrouvés, les jurés, en groupe, massés comme les membres d'une famille. 2 heures, 3 heures, à 6 heures du matin, ils étaient encore là, ne quittant pas le café où ils étaient, et en se demandant de quoi serait fait leur lendemain. C'est-à-dire qu'ils allaient rejoindre le futile, et là, ils avaient vraiment, vraiment l'impression d'avoir écrit une page d'histoire, soulagés, et de l'avoir surtout bien écrite. Aucun d'entre eux ne doutait, mais ils étaient là, fiers d'avoir participé à cette page d'histoire. Et cela, c'était très important, mais n'arrivant pas à se séparer. Et ici ou là, pareil, des groupes de journalistes en disant on vient de passer donc 2 mois, des groupes d'avocats, on était là, donc personne n'avait envie de rentrer chez soi, et c'était en fin de compte l'histoire qui venait de s'écrire, et ça personne ne l'avait anticipé, puisque à part Nuremberg, dans des proportions, bien sûr différentes, et avec le peu de recul, puisqu'on est au lendemain, bien sûr, de la libération. Lorsque ce procès va se mettre en place, on ne connaîtra pas en France, du moins, un procès historique comme celui-ci. Et je crois que ça n'a échappé à personne. Alors, c'était une image très insolite de voir à 3, 4 heures, 5 heures du matin des groupes ici ou là qui ne se séparaient pas, et avec, au milieu de cela, à la terrasse d'un café qui avait fermé ses portes, les jurés qui se demandaient qu'est-ce qu'il fallait faire demain, puisqu'ils ne seraient pas invités à se retrouver ensemble. Bertrand Poirot d'Alpech. C'était une procédure et un code qui balbutiait. Ça s'est raffermi ensuite pour d'autres procès contre l'humanité, et il me semble que l'épilogue de ce qui se passe à La Haye est assez satisfaisant sur ce plan-là. C'est que maintenant, personne ne peut dire j'ai obéi aux ordres, la main sur le couture du pantalon. Il dit on reste un homme, et si un ordre on reste un homme, et si l'ordre est
si toute la conscience se révolte contre l'ordre reçu, on ne l'applique pas. Point. Donc là, sur le TPI de La Haye est une bonne, mais héritier, probablement, le tribunal international pénal, est probablement héritier de Nuremberg, de l'espèce de jurisprudence issue de Nuremberg, de Lyon avec Barbie, et aussi les procès qui ont suivi. Et il y a là une lignée. C'est un des progrès qu'on peut attribuer au XXe siècle, c'est que il a culminé dans l'horreur, culminé dans la destruction massive, tout ce qu'on veut, mais que des avancées probablement décisives se sont produites dans ce domaine de... C'est pas parce qu'on obéit qu'on est innocenté d'avance, et que ça c'est un progrès, un des progrès de l'humanité qu'on n'a jamais assez salué. Et je pense que on peut, en écoutant ce procès, se dire que il y a l'histoire a donné peu d'exemples d'épilogues judiciaires où on pouvait échanger tout ce qu'on pensait de ce qu'avait fait un homme devant l'ordre reçu. C'est un progrès de l'humanité, on a beau dire. Et je pense que ça serait assez productif, fécond d'écouter ce qu'on a entendu dans cette perspective d'un pas en avant. Il n'y a pas de doute que les lois sur l'impossibilité de faire certaines choses ont marqué des progrès dans cette fin de siècle. Il y a de l'inoubliable dans le passé, il y a de l'inoubliable. Et donc, et que les procès permettent des rectifications essentielles, comme ça s'est passé dans l'affaire Dreyfus et d'autres procès. Donc, l'argument selon lequel on ne peut pas, on ne doit pas, parce que ça remue, ça réveille des dissensions et des querelles. Oui, ça les réveille bien sûr, mais elles ont besoin d'être réveillées. Et ça, non, mais évidemment, tous les procès dépassant les délais de prescription, on y a entendu cette sérénade, c'est-à-dire, oui, mais c'est là que Simone Lagrange a eu le mot que j'ai indiqué, c'est que, elle dit encore une fois, je me fous de savoir s'il était en tenue de ville ou avec ses épaulettes de gestapiste. Ce qui convitait, c'est qu'il y avait une cravache, je me souviens, un enfant de 13 ans dit, il y avait une cravache sur son bureau. Alors, c'est déjà comme une indication sur la sauvagerie quotidienne du personnage. Et soigneusement planqué ensuite pour le procès. Puis surtout, il y a des choses qui ne s'effacent pas. À l'arrivée des premiers Allemands en 40, je m'en souviens. Et les premiers chars alliés de 44, je m'en souviens aussi. Je peux vous décrire vraiment le nombre de soldats couchés à côté du kiosque des chars. Le moment où la sortie des officiers généraux du Sénat, c'était la Luftwaffe qui avait son état-major là. Et en guenilles, je peux vous dire que il y avait des applaudissements et des larmes, il y avait un mélange d'une émotion qui n'était plus d'ailleurs contrôlable. Mais nous, gosses qui avions traversé le Luxembourg, avec la musique allemande dans les kiosques, je raconte ma vie, mais tout d'un coup, ça y est, c'est fait, ils sont là en chaussettes dans la rue de Tournon. C'était toute l'histoire qui tout d'un coup nous explosait la figure. Et le procès Barbie a été de cet ordre, c'était le premier, le dernier de cette importance. On tenait un des plus hauts responsables, il y avait eu Nuremberg, mais quelqu'un qui était entre la responsabilité régionale et le terrain, qui interrogeait personnellement les gens, qui les torturait à mort. C'était le degré de commandement où il fallait que le procès se déroule parce que ça couvrait toutes les autres instances de la hiérarchie. On a eu, oui, vraiment un reflet exemplaire de la façon dont on se comportait, que l'on soit donc gestapiste, résistant, etc. Et que c'est disons, le reflet
quantité de comportements possibles, et je crois qu'il n'y a pas de plus belle leçon à recevoir de l'histoire que d'y être préparé, d'être préparé à ça, d'être préparé à s'interroger sur comment conduire sa vie, enfin de la conduire sans en avoir honte jamais. Alors ça, c'est une problématique qui court le long du procès. On pourrait le reprojeter tous les ans, et même peut-être que ça éviterait certaines erreurs. Jean-Claude Grimbert. Je pense que le négationnisme, en fait, a été plus utile que les procès eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est qu'à partir du moment où des gens ont commencé à dire non, ça ne s'est pas passé comme ça, qu'on a pu dire, qu'on a pu témoigner. Sinon, il n'y avait pas de barre pour les témoins. Pour que les témoins puissent s'exprimer, il faut qu'il y ait un contradicteur. Et donc, les Fourisson et autres ont donné l'occasion. C'est-à-dire que il y a eu comme un réveil de... Alors, bien sûr, on se serait passé des négationnistes. Mais je pense que dans le discours, dans le travail, dans l'engagement et dans la compréhension du public en général, ça a été quelque chose étrangement de bénéfique. Et en même temps qui fait réfléchir, parce que combien d'entre nous n'auraient... C'est-à-dire, est-ce qu'on n'aurait pas souhaité qu'ils aient raison, que ça n'ait pas existé? Voilà. Et ce serait tellement beau si ça n'avait pas existé. Mais alors il se trouve un problème. Que sont devenus ces gens? Comment sont-ils morts? Voilà. Alors, il y a là quelque chose qui a été à la fois abject, douloureux, sale, voilà, mais qui nous a obligés à répondre. Et je pense que pour beaucoup de témoins, beaucoup d'écrivains, on s'est dit, voilà, ça on peut pas laisser passer. L'indifférence et le silence, on ne sait pas comment l'attaquer. Voilà. Le mensonge, l'ignominie, ça oblige. Et je crois que beaucoup d'ouvrages sont nés, non pas des révélations dans le procès ou des trucs, mais simplement parce que des hommes ont nié l'évidence. Voilà. Et ils l'ont nié au nom de... Alors, je leur prête des intentions généreuses de dire ce serait mieux si ça s'était pas passé. Et il y a là quelque chose qui est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ça m'intéresse pas. Mais je pense que ça nous a obligés à... C'est comme une morsure, quoi. Vous pouvez pas rester... Et dans ce sens-là, ça a été une date importante dans le retour à la parole. Voilà. Le silence a été rompu. Je parle du silence, bien sûr, on en parlait avant les négationnistes, mais pas du tout de la même manière. Pas avec cette même ampleur. Je crois que c'est ça le grand tournant. Beaucoup plus que les procès. Disons qu'en Israël, c'est le procès Eichmann, et qui va avoir un retentissement dans le monde entier, mais je pense que les ouvrages de Fourisson, bon, Racinier passe un peu à l'as, mais que le mouvement, le fait de savoir que c'est des professeurs, la faculté de Lyon et tout ça, c'était quand même terrible, quoi. Donc, il faut avoir des adversaires. Et là, on n'avait plus d'adversaires, tout le monde nous plaignait, quoi. Tout le monde était d'accord avec nous, donc à qui se plaindre? Tout le monde dit, oh oui, c'est vrai, c'était pas bien, hein, voilà. Et là, il y en a un qui dit, mais bon, il n'y a pas eu de chambre à gaz, voilà.
J'avais écrit un petit texte à l'époque. Consolez-vous, ils sont tous morts, un par un, sans chambre à gaz. L'affaire Barbie est loin d'être terminée. Le ministre bolivien de l'Intérieur a demandé l'ouverture d'une enquête sur les conditions de l'extradition de l'ancien chef de la Gestapo de Lyon vers la France en 1983. En France même, Maître Vergès a décidé de se pourvoir en cassation à la suite du jugement intervenu vendredi soir. Mais Klaus Barbie doit aussi être jugé pour 2 autres affaires, Jacques Expert. Le dossier Barbie n'en a pas terminé avec la justice. D'abord, ses avocats vont aller en cassation. Cette cour devra estimer si, sur la forme, la procédure a bien été conforme à la loi. Les défenseurs de Barbie vont se battre sur un point qu'ils ont déjà soulevé pendant le procès, celui de la confusion des peines. Pour Maître Vergès, la condamnation à perpétuité est absorbée par la condamnation à mort infligée à Barbie par contumace en 1954. Il s'agit en effet de faits crimes relatifs à la même période, et selon le principe du droit français, c'est la peine la plus forte qui doit être appliquée. Comme la condamnation à mort infligée à Barbie est aujourd'hui prescrite, si l'on suit le raisonnement de Vergès, Barbie ne peut accomplir la condamnation prise par le tribunal de Lyon. Démêlé avec la justice encore, car Klaus Barbie a été inculpé la semaine passée de crimes contre l'humanité. Cette nouvelle inculpation concerne 2 résistants lyonnais arrêtés en compagnie de Jean Moulin. L'un, Lara, est mort en déportation, l'autre, Lassagne, des suites de sa déportation en 1953. Si l'instruction va à son terme, il y aura procès l'année prochaine. Klaus Barbie, quelle que soit l'issue de ces nouveaux épisodes judiciaires, sait qu'il a encore de longues journées à passer en prison. Lyon, Jacques Expert, France Inter. Denis Salas. Je crois que le procès Barbie, moi je situerais davantage dans une phase de transition. Il y a eu le tribunal de Nuremberg, on a jugé les crimes nazis, les crimes de guerre, où on a voulu aussi rendre justice à la résistance, aux crimes commis contre les résistants. Donc on est dans un contexte de post-Seconde Guerre mondiale tout à fait particulier, où ne sont pas apparus à l'époque les crimes contre l'humanité et le génocide juif en particulier. Et puis il y a eu le déplacement de la mémoire, la montée en puissance de la mémoire, et la possibilité qu'ont eu, au-delà du temps, au-delà de la prescription, par le jeu de l'imprescriptibilité, les victimes de venir faire ce travail de mémoire, de témoignage. Et le procès Barbie est peut-être dans une phase, dans un moment où il est à la fois du côté de la Seconde Guerre mondiale, à travers le fait que les résistants ont pu être partie civile et ont pu témoigner dans ce procès, les organisations de résistants, et en même temps, avec le crime des enfants d'Isieux, la possibilité qu'ont eu les familles des parties civiles de témoigner de leur côté. Donc il est à la fois du côté de la mémoire résistentielle, en quelque sorte, et de la mémoire juive. Donc il ouvre d'une certaine manière vers les procès Touvier et Papon, qui auront comme centre de gravité non seulement la mémoire juive, mais aussi la milice et la bureaucratie vichiste. Donc où là on est dans une transformation profonde du rapport que nous Français nous avons avec notre passé, et ils joueront ce rôle-là. Mais Barbie dans une phase intermédiaire où on est davantage dans un souci de compromis, je dirais, entre notre passé de la résistance, en quelque sorte, que nous voulons toujours glorifier, et qui avait été accepté par la Cour de cassation à l'époque, en tant que les parties civiles de résistants ont pu témoigner, et en même temps la reconnaissance nouvelle en France du crime contre l'humanité dans un procès qui a marqué effectivement cette époque-là et la transition qui le caractérise. Donc je crois que c'est cette transition, ce compromis qui me semble caractériser le procès Barbie. Il y a dans le procès de Nuremberg un seul moment où le génocide juif est évoqué directement par le procureur anglais Shawcross au cours de son réquisitoire. Le procès de Nuremberg, c'était avant tout les crimes de guerre. On ne parlait pas du tout des crimes contre l'humanité. Et Shawcross, dans son réquisitoire, je cite la phrase, évoque la phrase suivante. « Une vieille femme en cheveux blancs tenait dans ses bras un enfant âgé d'1 an et lui chantait une chanson. Un père tenait la main d'un enfant d'environ 10 ans en lui parlant. Et ce père montra quelque chose dans le ciel à son fils, hochant la tête, semblant lui expliquer quelque chose. » Shawcross évoque dans ce
dans ce bref extrait, les derniers moments d'une famille juive avant qu'elles soient emportées dans les wagons le conduisant à la chambre à gaz. Et il évoque effectivement les crimes de guerre, mais il demandait aux juges de se souvenir au cours de leur délibération de ces derniers instants d'une famille juive. Vous vous souviendrez, dit-il, quand il termine son réquisitoire, quand vous prendrez votre décision de cette histoire, non dans un but de vengeance, mais avec la détermination que ces faits ne se reproduiront plus, le père, vous en souvenez-vous, pointait son doigt vers le ciel et semblait dire quelque chose à son fils. Il n'était rien du ghetto qui s'étendait à l'est jusqu'à la rue Bonifraterska, où se levait le mur séparant cette zone des autres quartiers. Contournons à présent sur votre gauche le monument qui commémore le souvenir des derniers résistants du ghetto qui ont tenu tête à l'armée allemande 3 semaines durant le printemps 1943. La population estimée à 450 000 habitants fut déportée par les nazis et exterminée dans les camps de Treblinka. Es-tu déjà venu? Jamais, non. J'imaginais pas ça comme ça. Monsieur Zalberg. Excusez-moi, je n'ai pas présenté Mandelbaum. Madame Adler. Alors aujourd'hui, je vous souhaite personnellement. Attention. Vous n'avez pas été embêtée, toute seule, dans les rues. Moi, j'aurais peur. J'ai pas confiance ici. Vous avez vu le taxi, comment il nous regardait près de l'hôtel? Surtout vous, Madame Zalzberg. Vous n'avez pas vu comme il a tourné autour de vous? Tu vois qu'est-ce que je lui pour ton 5 ans? Toujours en dessous le bras, comme ça. Je lui ai dit, surtout à l'étranger. C'est pas après les sacs qu'ils en ont. Vous avez la mémoire courte, hein, Madame Zalzberg? Arrête déjà. On t'a pas obligé de venir. Il fallait pas venir. Arrête des grèves-c'est. Comment il ose me dire ça? Je suis pas venu voir les Polonais, tu sais. Quels Polonais déjà? Où ils sont les Polonais? Vous ne devez pas passer la nuit en Pologne, ça tu le sais aussi. Mais c'est le groupe qui fait ça. Le groupe, c'est toujours comme ça. La prochaine fois, tu iras à Auschwitz au stop. Écoute, moi je voyage seul. Ni ma femme ni mes fils n'ont voulu venir. Ils m'ont même déconseillé d'y aller, ils m'ont dit que ce serait trop dur. Moi je dis que ça les intéresse pas, ils n'en ont rien à faire, c'est tout. Pendant ce sont leurs grands-parents qui sont restés là-bas, non? Et ça, c'est le plus grand. Avec ses enfants, il est professeur, stomatologie. Vous avez perdu de la famille dans les camps? Mes parents ont été déportés là-bas avec ma sœur. C'est la première fois que vous y allez? Oui, la première fois. Et ça, c'est la petite fille avec sa mère. Mignonne, non? Regarde-moi ces immeubles, quelle horreur. Ils ont tué leurs juifs et ils les ont massacrés. C'est rien fait pour ça. Ils n'en ont plus un seul. Ils ne savent même pas qu'ils sont malheureux. Papa, ça va, on a compris. Bon, rien fait, moi, les Polonais. Monsieur Adler, oui. Die zijn de Scheinehazerseieren. Papa, installe-toi à ma place, ça sera plus simple.
discuté avec votre femme, hein? Ouais. Je l'ai oublié hier au cimetière. D'accord, et puis alors? Combien de temps je dois être puni pour ça? Vous savez, monsieur Adler, moi j'ai eu les mêmes histoires avec la mienne. Et celui-là que vous voyez là, c'est son portrait tout craché. Allez parler avec lui. Et ça pour faire Schwarzenberg. Auschwitz, l'innommable. Dans l'aube incertaine, un officier crie des noms. 44 enfants d'Isieux sont désignés. Ce sont Samy, 5 ans, Nina, 12 ans, Max Marcel, 12 ans, Jean-Paul, 10 ans, Esther, 12 ans, Élie, 10 ans, Jacob, 8 ans, Jacques, 12 ans, Richard, 7 ans, Jean-Claude, 5 ans, Barouk, 12 ans, Magère, 13 ans, Albert, 4 ans, Egon, 9 ans, Maurice, 13 ans, Liliane, 11 ans, Henri Caïm, 13 ans, Joseph, 12 ans, Georges, 8 ans, Isidore, 10 ans, Renate, 8 ans, Liane, 6 ans, Max, 8 ans, Claude, 10 ans, Fritz, 15 ans, Gilles, 8 ans, Martha, 10 ans, Santa, 9 ans, Sigmund, 8 ans, Sarah, 11 ans, Max, 12 ans, Herman, 10 ans, Otto, 12 ans, Émile, 5 ans. Ce sont aussi Léa, Sarah Suzanne, Moïse, Eva. Pourquoi? Pourquoi? Le procès Barbie. Une série de Dominique Messica. Archive INA. Copie Jean-Sébastien Rago. Recherche Annie Saunier. Extrait du film Un spécialiste de Ronnie Broman. Extrait du film Hôtel Terminus de Marcel Ophuls. Extrait du film Voyage d'Emmanuel Finkel. Lecture par Bulogier des enfants d'Isieux de Roland Coss. Extrait du film Le pianiste de Roman Polanski. Mixage Marie-Dominique Bougot et Anne Le Guéhenec. Réalisation Pierrette Perronneau.
actuó. Apartamento de la presidencia del gobierno revolucionario de Cuba. À l'ombre des jeunes filles en pleurs, qui ne vont pas croire au malheur. Elles écoutent la radio, elles boivent du thé, au degré zéro de la liberté. C'est l'été sur France Culture. Regardez cette grotte, Françoise. C'est une cathédrale du désert, ça. C'est majestueux. Nous allons devoir parler tout doucement. Nous entrons dans un temple. Est-ce que nous allons oser marcher sur ce sable, Françoise? On va le contourner. C'est pas possible. Quelquefois, c'est pas possible. Les courbes sont tellement pures que quelquefois, il faut quand même savoir faire quelques pas de plus. On ne pas les détruire. Oh là là, l'ocre rouge. Et les petites alvéoles là dans le grès, on dirait des nids d'oiseaux, des nids de rondelles. Des sensations fortes, des horizons inédits, France Culture revêt les couleurs de mondes à redécouvrir le temps d'un été. Rotation dans les terres australes, chaque jour à 10h05, le voyage aux Caraïbes à 16h30, et la nuit venue, du Sahara au Ouzbékistan, de la Colombie à la Serbie ou l'Afghanistan, jusqu'aux mondes amérindiens, à l'écoute des tout premiers peuples d'Amérique du Nord, carnet de voyage à 22h30. Et puis alors, les tons, c'est l'intérieur d'un ventre, c'est tout à fait extraordinaire. Ocre rouge, ocre jaune, des brillances, des profondeurs, tout en contraste. Une immense arche. Des mondes, à chaque fois singuliers, sur France Culture, du 26 juillet au 29 août. Au rendez-vous de l'été, 3 nouveaux magazines sur France Culture. Pour les taux levés, quartier d'été, chaque matin à 7h. Tout ce qui compose et recompose le débat public, le vif échange de contre-expertise à l'heure du déjeuner. Enfin, en direct des festivals d'été, le soir venu, Lumière d'août. Rencontres, portraits, débats, quartier d'été, 7h, contre-expertise, 12h45, Lumière d'août, 18h20. Vos magazines, du 26 juillet au 29 août. Un traité culinaire et savant. Chaque jour, Hervé Tiss, physico-chimiste à l'INRA, dans le laboratoire de chimie du Collège de France, dialogue avec un grand cuisinier à l'heure du déjeuner. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vendredi, nous retrouvons Guy Savoie. Guy, je suis désolé, c'est notre dernier rendez-vous du mois. Mais enfin, on a le dessert aujourd'hui. Alors, oui, j'ai oublié de dire que Guy Savoie cuisine. Fromage ou dessert, j'ai choisi dessert, c'est ça. Ouais, on a le droit d'eux. Avec votre philosophie, on a le droit aux deux. Hein. J'ai compris que vous aviez le restaurant Guy Savoie, 18 rue Troyon à Paris, la Butte Chaillot, 118 avenue Kléber, toujours